chers amis. Et juste pour vous dire que ça ne va pas durer plus que 30 minutes. Après, manger. Alors, vous m'entendez? Alors, on est très heureux d'être ici depuis le début, puisque nous sommes arrivés en voiture ensemble. Nous ne nous connaissions pas et on a fait connaissance. Alors voilà, moi on m'a demandé d'écrire. Donc depuis jeudi, j'écris. Et je vais lire ce que j'ai écrit. Et ensuite, okay. J'ai un peu peur de la réaction de Pnard, mais je vais le faire quand même. Alors, ça a commencé le 26. Oui, je vais. Alors, voilà, j'y vais. Merci. Oh non. Tout d'abord, vous dire ce qui tout de suite m'a plu dans cette 5e édition de Concertina, de ces rencontres estivales autour des enfermements, c'est le thème retenu, appétit. Car en effet, j'ai toujours désiré écrire comme on dit bonjour à la vie ou comme on souhaite bon appétit. La politesse, c'est sûr, c'est mon truc, ma cause, et c'est tout de même une sacrée belle invention. Vous ne trouvez pas? Mais vous trouvez, c'est certain. Et puis, j'ai rencontré des amis, nouveaux et anciens, Bernard, Marie, Benoît, Michel et tant d'autres aussi. J'ai rencontré Pnard Selek, porteuse d'audace et de liberté. J'ai croisé des regards, j'ai entendu des voix, j'ai vu des choses mémorables. Quel que soit le sujet, sa gravité, ce qu'il faut par-dessus tout, c'est rire. Et rire aux éclats. Le rire est dévastateur, le rire est révolutionnaire, il emporte tout sur son passage, le rire au fond nous met en appétit. Et il peut faire naître le désir. Le rire, je le maintiens, est avant tout libérateur. Le ciel de Dieu le fit est de plus en plus bleu, les bras des nuages sont grands ouverts, nos existences ne manquent pas d'intérêt, et la question de l'enfermement des personnes demeure centrale plus que jamais. Ici, à l'ombre ou en plein soleil, on projette, on expose, on débat, on débloque, on échoue, on échange, on transforme l'essai et on remporte quelques victoires inattendues. Tout s'invente, se réinvente même au fur et à mesure. Sommes-nous en décalage avec les malheurs du monde? C'est ainsi que Pnard Selek s'exprime à son tour, le désir tourné vers les autres et le refus de perdre l'appétit chevillé au cœur. Il faut cultiver le bonheur et prendre soin de la vie entière. L'appétit et le désir sont deux des métaphores de notre réalité. L'enfermement, on le sait bien, divise, sépare. Peut-être sommes-nous condamnés à nous libérer sans cesse des lourdes chaînes qui nous entravent. Vivre, c'est prendre soin et ce n'est pas renoncer. En toutes circonstances, c'est en même temps craindre et refuser le pire. Autre témoignage, rempli d'émotions, celui notamment de Corentin Blanchard, sa parole touche et fait mouche. Il nous raconte son périple et nous conte ses aventures multiples, encagé volontaire presque. Il a dévoré les livres en prison. Aujourd'hui, il est engagé dans la prévention de la délinquance. Un monde sans prison et sans frontières est-il possible, envisageable? Un monde sans murs et sans barrières mentales, c'est le contraire du monde où nous vivons, son endroit peut-être. L'autre versant du feu et des ombres, la forêt des lumières en été, les mots certaines fois nous aident à tenir nos promesses. L'utopie est le rêve de ce dimanche matin. L'âge d'or des droits humains est-il passé?
L'esprit de la loi est-il menacé? Surpopulation carcérale, comparution immédiate pour les mineurs. L'histoire est en nous, nous la portons, car sans elle, point d'avenir radieux, aucune perspective neuve. La mémoire se rappelle à nous. La mémoire est le long poème qui nous relie les uns aux autres et dont le souffle nous traverse. Une voix marie aux oreilles, celle de la romancière, de la poète, de l'amie Laurence Nebécourt, jamais prisonnière de ses exils intérieurs. Laurence, par ses mots, nous libère en nous proposant de quitter la rive. Elle m'a dit d'aller lentement, donc... Quitter la rive, tout quitter, aller loin, et maintenant Didier Fassin nous rappelle à l'ordre, plutôt au désordre symbolique. Bon appétit, messieurs, ô ministres intègres. Son exposé nous éclaire, après 4 années d'enquête en milieu carcéral sur les conditions de détention. Privation et frustration, toutes les inégalités sont manifestes. Quitter la rive, tout quitter, aller loin, boire un coup, rire de tout, et puis surtout renverser la table et repousser le rejet de toute pensée critique. Avant de pouvoir transformer le monde, il faut pouvoir transformer le regard que l'on porte sur le monde. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne sait pas voir, et tout ce qu'on ne pourra pas voir. C'est comme ça, les images flottent, les regards se croisent, les écrits se mêlent, soudain se dévoilent les émotions des personnes privées de liberté. Plusieurs courts-métrages, plusieurs époques, les temps changent, ont changé, les orientations ne sont plus les mêmes, la sécurité est partout renforcée. Heureusement, dans les esprits, dans les cœurs, l'imaginaire est sauf, qui saute par-dessus les murs, qui vole vers sa liberté. Il faut faire entrer l'art en prison, toujours plus, toujours mieux. L'art ne connaît aucune limite, il rend l'existence moins malheureuse, moins douloureuse surtout. Un jour, il n'y aura plus de lieu d'enfermement, tout paraîtra réconcilié, réparé, la liberté elle-même sortira de ses prisons, la joie nous ouvre la porte menant vers le futur, et je continue d'arpenter les terres encore trop rarement explorées de la poésie, et je continue de suivre la voie tracée par les poètes de tous les temps et de tous les pays. À ce sujet, une formule d'Henri Michaud me traverse la tête: ne désespérez jamais, faites infuser davantage, oui, faisons infuser plus et mieux, et ne laissons pas l'espérance nous échapper. Voilà, chers amis, chers knards, ce que j'avais à vous dire. Est-ce que tu me permets d'être debout parce que c'est pas confortable. À côté de toi. Merci beaucoup. Il est drôle, non? il est fort, mais il est drôle aussi en même temps. Moi, je ne suis pas poétesse, j'écris des poèmes, mais je ne mets pas écrire les poèmes au centre de ma vie, de mes activités, mais j'ai toujours, comment te dire, pour moi, ce que font les poètes, mais aussi tous les artistes, montrer la poésie qui est cachée dans la vie. Quand j'étais petite, j'adore toujours les peintures de Van Gogh. Et il y avait beaucoup, et je regardais, j'étais toute petite et je regardais comment c'est possible de faire juste une chaise et de montrer que cette chaise a la poésie.
à cette force, etc. Donc moi je pense que ce que tu as fait maintenant, tu as montré la poésie qui existe et qui n'est pas toujours visible. Parce que dans le quotidien, dans le travail, on ne pense pas à ça. Et je pense que c'est important d'être... je vais parler au début de la fragilité. Quand on regarde aux autres, il faut voir la fragilité de tout le monde, des êtres, des corps fragiles. Mais aussi dire que dans tous les corps, dans toutes les personnes, il y a la poésie. Donc essayez de voir les petites chansons, les petites poésies de chaque personne. Je ne suis pas sûre. Par exemple, quand je pense à Rachida Dati, si elle a une poésie. Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes qui ont les poésies. Et si on les rend visibles, je pense que ça pourrait être très très fort. Et cette poésie peut vaincre. Et quand je pense à cette personne ou d'autres, on peut multiplier les noms, mais elle est très caricaturale. C'est pour ça que j'ai choisi Anne, je ne peux pas répéter son nom. Mais je pense qu'il y a un slogan très connu, très ancien, le capitalisme tue. Le capitalisme tue aussi la poésie, et surtout aujourd'hui. Et donc, tous les nouveaux types de personnes qui sont créées, construites, produites par le capitalisme, donc on voit que la poésie vraiment devient de plus en plus faible. Mais quand même, c'est des êtres fragiles, on ne sait jamais, il peut y avoir toujours des miracles, je pense. Donc je vais continuer à réagir à ce que j'ai pensé, parce que je connais sa poésie, il m'a lu hier. On a travaillé hier et j'ai écrit en fonction de tout ce que tu m'as dit. Et je lui ai dit que lis plus lentement, ne lis pas très bien. Et donc, quand j'étais venue en France, c'était 2012, j'étais tombée sur un article de Gisèle Sapiro. Maintenant, elle est devenue une très grande amie à moi, d'une sociologue, et c'était dans une revue, et qui disait que je connaissais les résistances en France, mais avec les traits très générales. Et elle disait que par rapport aux écrivains, romanciers, universitaires, je ne sais pas, les poètes étaient plus dans la résistance. Et elle faisait une analyse ou un commentaire en disant que, parce que la poésie c'est toujours marginal. Et ça m'avait beaucoup fait réfléchir à cette période-là. J'ai voulu vous partager. Oui. Parce que la poésie aussi résiste. Et dans le pays où j'ai grandi, la poésie, on le chantait. Les grands poètes, la plupart des poésies qu'ils ont écrites, on le chantait. Dans les prisons, devant la police, toujours on chantait les poésies. Et ça, c'est vraiment, j'avais beaucoup pensé, s'il n'y avait pas ces chansons poétiques, comment résister, je me disais. Et voilà. Mais je voulais dire une autre chose. En dehors des poésies, poèmes eux-mêmes, si je vous envoie un mail un jour, vous allez voir, je me présente militante de la poésie. Parce que, militante de la poésie, oui. Parce que depuis longtemps, j'ai décidé de rendre ma vie en poésie. De rendre ma vie en poésie. Donc, c'est pas juste écrire des poèmes, mais comment transformer ta vie, comment devenir la poète de ta vie. Parce que je racontais les contes avant, je voulais toujours la magie dans la vie, mais après je suis venue à la poésie et j'ai voulu faire ça. Donc je veux dire que ce que j'ai remarqué dans ma vie, ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. D'abord, il faut savoir refuser. Il faut dire non, je ne veux pas ça, je ne veux pas jouer ce rôle, je ne veux pas, donc il faut refuser. On a besoin de courage. On a besoin de courage et quelquefois tu dis oui, si je fais ça, mais après tu dis que non, la peur diminue la beauté de la vie. Et donc ma vie peut être courte, mais comme une petite jolie poésie.
ou beau, je ne sais pas comment on dit. Et donc, je pense que c'est intéressant de dire. Et ça ne suffit pas d'être courageux, refuser tout ça. Et en plus, il ne faut pas bâcler. Alors, ce mot, j'ai appris aujourd'hui, hier. Et je l'ai regardé dans le dictionnaire. Ce qu'on fait, il faut dire que ça va être une poésie. Et je lisais beaucoup de biographies quand j'étais petite. Et je me souviens quand j'avais lu Balzac. Mais j'étais très petite. C'est ce qui m'a resté. Il dormait très peu de nuit. Il buvait beaucoup de café. Il écrivait. Et je n'oublie jamais ça. Donc j'ai compris qu'après, à travers d'autres expériences de la création, ce n'est jamais le don. Le don, c'est important. Mais le travail, la concentration, vraiment l'investissement à la chose, même si on fait juste le repas, si on fait juste radio, mais l'investissement, si on fait un petit travail pour que ça devienne une poésie, parce que c'est pas facile d'écrire des longs textes, c'est plus facile, mais que ça devienne une poésie, c'est très difficile. Donc voilà, et donc être très sérieux et se concentrer, vraiment s'investir à tout ce qu'on fait pour transformer la vie en poésie collective ou tout, et voilà. Donc maintenant, je peux vous dire que je n'imaginais pas ainsi, mais j'ai rencontré beaucoup de poètes, des poètes comme Terry, mais des poètes de la vie. Et on a besoin de ces poètes, donc tout le monde les connaît, donc je n'ai pas besoin de dire les noms. Mais je suis maintenant entourée des poètes et je suis très heureuse, vraiment. Je ne sais pas si vous avez 5 minutes. Encore 5 minutes, je peux. Je vais vous raconter une conte qui résume tout ce que j'ai dit. Mais je vais vraiment faire... Dans un petit village, dans les montagnes, il y avait un couple qui était apiculteur. Il faisait apiculture. Il faisait des... Et dans cet endroit, il y avait une maladie de miel. C'est-à-dire, tu tombes malade et tu ne manges que de miel. Tu ne manges pas d'autre chose, ni pain, ni rien. Donc, miel, c'est bien pour la santé, mais tu meurs après. Et ce couple apiculteur, le petit enfant de 6 ans, tout d'un coup, il tombe dans la maladie. Donc, il l'amène tous les médecins, tout, ça ne marche pas. Alors, ils le battent, ils le demandent, ils amènent le grand-père qu'il aime beaucoup, il vient, il essaie de le convaincre, ça ne marche pas. Après, une voisine dit que, tu sais, il y a un sage quelque part, donc il faut que vous allez lui demander. Donc, ils vont demander au sage, et pour lui dire, est-ce que tu peux nous aider? Donc, le père, il va, il dit que voilà, mon fils, et le sage lui regarde, il a dit que je ne peux pas t'aider avant une semaine. Donc tu dois venir dans 6 jours. Mais il dit, dans 6 jours, mon enfant va pas survivre. Il dit, si, tu dois venir. Et tu ne peux pas, je ne peux rien faire avant. Et je ne te promets pas si dans 6 jours, je peux vraiment t'aider. Alors le père, il est rentré à la maison, et après, il continue à amener Haji, Roja, docteur, tout ça ne marche pas. Et donc le jour, donc la mère, le père et le petit enfant, ils montent dans la petite baraque du sage. Et donc il s'assoit et le sage regarde l'enfant, il dit, tu sais, tu peux manger d'autres choses, ça se fait. Il donne le pain et l'enfant mange. Et donc après il retourne et l'enfant se guérit, donc il mange tout, etc. Et le père et la mère réfléchissent, c'est pas possible parce qu'il a dit la même chose. Et en plus, il a une voix un peu, pas vieille alcoolique, mais il a une voix un peu, pas très sexy, il a une voix, voilà. Et il a dit de façon très normale, mais les mêmes mots, les mêmes phrases, on lui a dit. Plein de personnes qu'il connaît pas, lui a dit, qu'est-ce qu'il fait que lui, il a réussi. Alors, le père, il dit que peut-être, il peut nous donner un secret, je ne sais pas quoi. Donc, il met plein de ruches, du miel. Donc, dans son... il y va pour lui faire cadeau. Donc, il toque, il dit que voilà, moi, je suis venu pour vous remercier. Notre enfant est guéri, c'est la fin. Notre enfant, il est guéri.
Et quel est votre secret? Parce que nous avons dit la même chose que vous, mais vous avez fait quoi? Et le sage, donc il tient la main du père, il sort du baraque, ils vont de l'autre côté, et là il voit une petite ruche. Il dit que vous savez, moi je n'ai pas cette maladie, mais je suis accro au miel. Donc si je ne mange pas le miel, je me sens très mal. Une semaine, je n'ai pas avalé une larme de miel. Je n'ai pas avalé une larme de miel, je n'ai pas mangé de miel. Et ton enfant a senti ça, la conviction de ma parole. Les paroles qui sortent de la bouche entrent d'une oreille et sortent de l'autre, mais les paroles qui sortent du cœur entrent directement au cœur. Et merci, vous êtes dans mon cœur. Alors, juste avant de céder la parole, je crois que Pnard a bien résumé la situation. Nous habiterons, enfin nous habitons peut-être déjà, mais nous habiterons surtout demain et après-demain le monde en poète. Voilà, c'est tout. Ça va être un peu difficile de clôturer après cette clôture poétique, mais je pense qu'il faut bien se dire au revoir. Alors quelques mots, d'abord le premier mot, c'est remerciement, parce que je pense que, alors remerciement à nos soutiens de tous ordres, des bénévoles, des habitants, un remerciement un petit peu particulier aux 2 personnes salariées de Concertina, Marie Évreux et Lise Buffet. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on a constaté cette année, c'est que cette année et depuis les 4 autres années antérieures, Concertina accumule, dans le vrai sens du terme, un trésor de ressources poétiques, académiques, de témoignages. Et ces ressources magnifiques, c'est tout le travail qui nous reste en dehors des rencontres. C'est-à-dire qu'il va falloir les partager, qu'il va falloir les mettre en ordre, parce que, comme l'a dit, entre autres, Véronique Blanchard, le savoir, la pensée, va irriguer les pratiques. Et je pense que c'est très important d'assumer, de penser, de partager, de se disputer, de controverser, parce que ça a un impact réel, tout comme la poésie. Donc, à bon entendeur, salut. S'il y a des gens qui veulent nous aider dans ce travail de ressources, bienvenue à Concertina. Une autre chose, je pense que, donc ça c'est un peu pour le bilan, très rapidement, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire de nos rencontres, individuellement? Moi j'avais envie de vous parler à titre personnel. Je pense que ce don de Concertina nous responsabilise dans un contre-don. Parce que, donc le contre-don qui est quand même d'ancrer, de passer au-delà de ces jours, mais de les métaboliser, d'en faire de la chair, et donc que ces pensées s'incarnent dans nos actions personnelles. Voilà, je voulais vous partager ça. Et ces actions personnelles qui ont pour boussole la dignité humaine, bien sûr. Juste aussi, il y a eu des mots de Jean-Marie Delarue sur le fait de ne pas être lâche. Il m'a semblé que pour ne pas être lâche, pour essayer de ne pas être lâche, et on n'est pas encore dans des situations où on a une pression telle qu'on a des choix cruciaux à faire, mais pour ne pas être lâche, il ne faut pas avoir peur. Donc essayer de déconstruire les peurs qui nous assaillent, de tous ordres. Ici, à Dieulefit, en Europe, on n'est pas encore trop soumis à la peur. Les premières entailles qu'on sent venir, par exemple, sont dans les financements d'événements comme Concertina, des financements institutionnels qui commencent à baisser, la culture, la poésie ne seront plus au goût du jour, peut-être, du soutien logistique du nerf de la guerre. Donc,
voilà, je voulais aussi terminer par ça, assumer ça, c'est-à-dire que Concertina est un objet qui n'a pas l'air comme ça, mais qui est très fragile. Donc merci pour votre soutien. Il est important parce qu'il faut qu'on continue, je crois que c'est important. Et puis donc pour vous annoncer encore dans le futur, parce que on s'y attelle dès maintenant, que la thématique d'entrée des... Je pensais à un secret polichinelle, mais ça fait rien, je le dis quand même. L'entrée du thème pour 2026 sera terre, terre au pluriel comme appétit au pluriel. Donc terre comme territoire, que peut être une cellule, que peut être un pays qui est comme une prison. Enfin, voilà. Et aussi de plein de nouvelles initiatives sur des terres nouvelles, des terres en pensée, des terres géographiques. Voilà. Je passe la parole à Bernard. Le mot qui me vient à l'esprit pour qualifier ce qu'on a vécu, c'est fraternité. Et fraternité, le problème, c'est que le mot devient difficile, sororité devient difficile à utiliser, donc en un seul mot, donc amitié. Je ne sais pas quel mot on saura inventer. Adelphité. Alors, on n'y est pas encore. Hein. Non, mais il faut le prononcer, mais on a du chemin. Non, ce qui me vient à l'esprit, peut-être que j'avais dit ce mot l'an dernier, c'est ce qui fait fonctionner Concertina, c'est le lien entre le politique et l'affectif. Le lien entre le politique et l'affectif. Quand le politique fléchit un peu, c'est-à-dire qu'on se dispute, il nous arrive souvent de nous disputer, l'amitié, l'affectif prend le relais et tire le politique vers le haut. Et quand l'affectif aussi arrive parfois à se mélanger les pinceaux, à trébucher, le projet politique qui nous anime nous tire vers le haut. Et c'est ces deux jambes, ces deux pieds qui nous font avancer. Et voilà, on souhaite que ça continue longtemps.